Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler cette fois de l'artiste et du pouvoir dans notre Europe contemporaine, c'est-à-dire l'Europe à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. L'Europe après la guerre, meurtrie évidemment par les atrocités qu'elle a vécues, meurtrie financièrement et psychologiquement, va subir l'influence grandissante des États-Unis, qui fonctionne évidemment sur une toute autre façon en ce qui concerne la promotion culturelle, la promotion de leurs artistes. Nous l'avons dit, les Américains travaillent sur un concept de marché et de star system, ce qui n'est pas du tout le cas des Européens. Les Européens, évidemment, comme toutes les civilisations, parce qu'on pourra appeler plus tard, je pense qu'on parlera d'une civilisation européenne, comme on a parlé de la civilisation de la Grèce antique, et d'une civilisation américaine, comme on a parlé de la civilisation romaine. Notre civilisation européenne n'a plus le leadership. Et comme toute société qui n'a plus son leadership, elle devient passéiste. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette résurgence de partis conservateurs ou de partis qui pensaient que c'était mieux avant. Ça, c'est typique des sociétés qui sont en train de perdre leur hégémonie culturelle et politique. Alors, pour justement garder sa spécificité européenne, les Européens vont trouver un moyen de le faire qui sera initié par André Malraux. André Malraux, donc c'est un homme politique et un écrivain très connu, ami de Charles de Gaulle, et Charles de Gaulle va lui donner le ministère, la direction du ministère de la Culture. Et donc Malraux décide de venir en aide financièrement aux artistes afin qu'ils gardent leur spécificité européenne. L'Européen pense qu'un artiste doit être affidé à un territoire culturel. Un artiste se doit d'appartenir à une école. On a parlé dans une vidéo précédente de ces styles qui ont donné naissance à ces écoles. Ces écoles sont spécifiques de l'Europe parce qu'elles sont ancrées dans l'idée d'une culture nationale. Ce n'est pas nécessairement que les artistes sont étrangers. L'opéra français, le principal représentant de l'opéra français est un Italien. Dans l'école de Paris, qui a eu au 19e siècle et au début du 20e, il y avait un tas d'étrangers, qu'ils soient russes, belges, Fujita était japonais. Mais néanmoins, il y a l'idée d'une culture ancrée dans un territoire. Si on se laisse influencer par les Américains, cette notion va complètement disparaître et donc la notion européenne va faire place à des notions de marché. On ne parlera plus évidemment d'un artiste italien ou français, mais d'un artiste appartenant à Coca-Cola ou à une marque de lessive. Donc pour remédier à cette déficience d'identité culturelle, Malraux installe un ministère qui va aider les artistes à créer. C'est une forme de protectorat très différent parce qu'il n'est pas soumis évidemment à l'autorité capricieuse d'un prince, mais il va être soumis à des commissions. Alors on va en venir, qu'est-ce que c'est que ces commissions ? À partir du moment où on décide qu'on va aider des artistes, il y a une raison à ça, c'est que ces artistes ont besoin d'aide pour créer parce que leurs travaux sont probablement pas, ils n'entrent pas dans le canevas commercial, où ils sont peut-être encore expérimentaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évidemment générer de recettes, ou peut-être que c'est un art tellement pointu qu'il ne peut pas avoir de grosses répercussions médiatiques, etc. Donc c'est là que les commissions vont intervenir. Mais à partir du moment où de l'argent va être donné à un artiste, il va y avoir évidemment pléthore de demandes, parce que tout le monde qui sort d'une école est
se proclame artiste. C'est une chose qu'on va voir encore après, ce qui n'est pas toujours la vérité. Et donc, il va y avoir plein de dossiers qui vont arriver sur le bureau du ministre, et le ministre va les distribuer à plusieurs commissions, commission de la musique, commission de la peinture, des arts visuels, commission du cinéma, commission du théâtre, etc., etc. Et ces commissions vont décider à qui doit revenir la subvention. Parallèlement à ça, il y a aussi des institutions toutes faites. Malraux, par exemple, a mis en place toute une série de centres dramatiques qui existent encore de nos jours, qui sont des institutions largement financées par l'État et qui sont ouvertes à un théâtre un peu plus pointu que du théâtre de boulevard, comme on dit, ou du théâtre commercial avec des stars de cinéma, etc. Ici, on est dans les centres dramatiques, si possible, dans un théâtre pur et dur de réflexion, de pensée. Donc, il va y avoir des commissions qui vont être constituées de professionnels de la culture. Quand on a une commission de la musique, par exemple, dans cette commission de la musique, qui existe aussi dans tous les pays, parce que plusieurs pays européens vont s'aligner à ce concept de subvention, dans une commission de la musique, il y a des journalistes, des professeurs, des directeurs de salles, des musiciens plus ou moins réputés, et ils vont décider à qui sera donné l'argent. La priorité, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, est de donner l'argent à des institutions. Elles ont de toute façon une subvention récurrente, mais aussi à des petites compagnies pour les soutenir. Alors évidemment, ce système de commission va avoir de gros avantages et quelques inconvénients aussi. Alors les avantages, on l'a dit, c'est la possibilité pour ces artistes d'expérimenter un art. Il ne faut pas oublier que l'Europe a toujours été là pour donner le ton à des nouveautés. Donc d'expérimenter l'art dans le théâtre, dans la musique, dans le cinéma. C'est comme ça qu'on a par exemple de la musique électroacousmatique qui sans les subventions ne pourrait pas exister. On a du théâtre expérimental, etc. Et ces subventions, justement, vont aussi permettre, c'est un gros avantage aussi, vont permettre aussi aux consommateurs culturels, c'est-à-dire aux spectateurs, aux visiteurs de musées, aux participants au festival, à celui qui consomme la culture, de payer beaucoup moins cher sa place. Il est évident que si on devait payer une place au prix qu'elle revient dans une salle de concert ou salle d'opéra, le consommateur moyen européen ne pourrait pas se le permettre. Mais elle va aussi avoir quelques inconvénients, c'est que ces commissions étant restreintes ont le malheur de ne pas trop bouger. On retrouve toujours les mêmes personnes au fur et à mesure des années, et donc il va y avoir ce petit problème de ce qu'on appelle copinage, passe-droit, échelle de perroquet, je t'aide, tu m'aides, parce que évidemment dans ces commissions il y a aussi des artistes qui eux-mêmes proposent leur propre projet dans la commission dans laquelle ils font partie, et donc il va de soi qu'on ne peut pas faire l'impasse sur donner une subvention à quelqu'un qui fait partie de la même commission. Ça fait évidemment boule de neige, et dernièrement, notre ministre-président, Georges-Louis Boucher, a cogné un point sur la table et a dit qu'il y en avait assez des théâtres vides, des spectacles médiocres et des cinémas qui ne faisaient aucune entrée. Et sa colère a été tellement grande qu'il a même parlé de supprimer le ministère de la Culture. Alors la question qui se pose évidemment, c'est faut-il supprimer le ministère de la Culture? Voilà, faut-il supprimer le ministère de la Culture? Ce serait un véritable désastre. Pourquoi? Parce que ça veut dire
que nous serions obligés de nous aligner à une politique culturelle telle qu'elle existe par exemple aux États-Unis où elle fonctionne très bien. Mais les Américains ont une toute autre façon de concevoir leur culture. Il existe des artistes expérimentaux, il existe des arts très pointus, pas du tout publics aux États-Unis. Il existe du théâtre expérimental, il existe des nouveautés, des nouveaux talents émergents, etc. Mais ils existent avec un tout autre fonctionnement culturel. Ils existent en majorité grâce au mécénat privé. Ils existent en majorité grâce aux universités. Ils existent aussi par le fait qu'un consommateur culturel aux États-Unis paie beaucoup plus cher sa place pour aller écouter un concert ou un opéra. Il serait inconcevable de demander à un consommateur culturel européen de payer sa place au théâtre de l'opéra 700 € sa place. Ça n'a pas de sens commun. On ne pourrait pas l'accepter, personne n'irait. Et pourtant, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il y a aussi les universités aux États-Unis sont privées et peuvent de ce fait être très très riches. Et il y a aux États-Unis ce principe de redistribution permanente. On reçoit de l'argent, il y a toujours une partie qui va être redistribuée d'une façon tout à fait arbitraire et pas du tout codée par des conventions étatiques. Alors évidemment, le principe de supprimer un ministère nous ferait tomber dans une absence totale de subventions culturelles et de mécénat parce qu'il n'est pas mis en place. Et la solution, quelle serait-elle? Alors moi je me suis demandé si finalement la solution pour faire obstacle aux abus qu'il y a des commissions, ce serait de faire un peu, je veux dire, comme on faisait en Grèce dans l'Antiquité, c'est-à-dire un renouvellement constant des commissions. Ne pas permettre que quelqu'un qui siège à une commission n'y siège plus d'une année. Il serait peut-être intéressant aussi, peut-être, de créer des contre-commissions, des commissions qui valideraient ou invalideraient le choix de la commission en question. Il y a une régulation à faire qui serait, à mon avis, beaucoup plus intéressante et qui ne créerait pas, évidemment, de cataclysme dans le champ culturel européen. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.